une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir. La Commission électorale nationale indépendante CENI, conformément à sa stratégie de rendre compte de l'évolution de ses activités, a organisé ce matin une rencontre d'information et d'échange avec les partis politique. C'était au Palais des Congrès de Niamey en présence de nos reporters Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette rencontre d'information et d'échange sur le processus électoral en cours entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les partis politiques vise non seulement à faire le point sur le déroulement des opérations, mais également à recueillir les observations et suggestions permettant d'améliorer la qualité et la crédibilité du fichier confectionné. Selon le président de la CENI, son institution a poursuivi ses activités sans relâche malgré la situation sécuritaire et pandémique. Les représentants régionaux, départementaux et communaux de la CENI ont prêté serment à quelques exceptions près et ont effectivement pris fonction depuis quelques jours. Leur mission première est d'installer leurs bureaux respectifs et de procéder sans délai à la distribution des cartes d'électeurs. S'agissant des opérations électorales, il faut dire que les matériels lourds et ou sensibles, il faut signaler que leur arrivée est déjà enregistrée depuis le mercredi 4 novembre 2020 et que la première cargaison suivie d'un deuxième vol le vendredi 6 novembre 2020 à Niamey, composé de 25 000 urnes. Le prochain vol qui arrivera dans les jours tout proches acheminera sur Niamey les 630 000 enveloppes inviolables, 85 000 tubes d'encre sèche et indélébile. Face aux rumeurs qui circulaient ces derniers temps à Niamey, les partis politiques ont soulevé leur inquiétude sur la carte d'électeur. Sera-t-elle biométrique ou sécurisée, demande-t-il au président de la CENI. Nous ne nous trompons pas. Si quelqu'un utilise l'expression sécurisée et ou biométrique, on est en train de dire la même chose. Maintenant, le législateur a dit que la CENI détermine les modalités de la carte d'électeur ainsi que son contenu et son format. Le législateur a dit la carte sera biométrique. Il n'a pas ajouté à tel grade, à tel niveau, avec telle spécification particulière. Donc en vérité déjà, il faut que du point de vue sémantique, on comprenne que c'est la compétence exclusive de la CENI qui détermine le niveau de biométrie qu'il y a dans la carte. Les gens qui s'assoient du haut, peut-être de leur connaissance moyenne, des fois même de leur ignorance, parlent de ces sujets avec doctorat, s'il vous plaît, soyez humble et modeste. Demandons à ceux qui savent. Le docteur et le docteur, l'informaticien et l'informaticien, le cultivateur et le cultivateur, l'avocat et l'avocat, chacun reste à sa place, écoute, apprend et c'est mieux. Les partis non affiliés se prononcent sur cette tradition de la CENI d'informer les partis politiques sur le processus électoral au cours et l'évolution des activités de la CENI. Moi, je pense que c'est une tradition maintenant qui est solidement ancrée. À chaque étape du processus, la CENI convoque les partis politiques pour une réunion d'échange et d'information. Ça nous permet, nous, partis politiques, de savoir où se trouve la CENI, où elle va et quelles sont les conditions dans lesquelles elle est en train de travailler pour qu'il y ait des élections libres, transparentes dans notre pays. Donc aujourd'hui, ils nous ont fait le point qu'effectivement, l'ensemble des cartes sont déjà
propositionnés dans toutes les communes et que les distributions vont commencer. Donc ça va nous permettre nous de faire un appel à nos militants pour qu'ils aillent retirer leur carte ou de rentrer dans les comités que la CENI a eu à mettre en place, notamment le comité de distribution des cartes. Donc nous venons effectivement pour répondre, pour écouter quel niveau d'avancement ils ont atteint, pour chercher à savoir est-ce que nos recommandations, nos propositions, nos suggestions que nous faisons sont intégrées, pour essayer de savoir est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur un certain nombre de mécanismes nouveaux pour améliorer ce processus-là afin que ça puisse se faire de manière consensuelle. Donc raison pour laquelle la CENI donc a tenu à nous informer d'un certain nombre de choses qu'elle a eu à effectuer comme activité. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de constater que le combat que nous avions fait pour avoir la tenue des élections locales particulièrement pour le 13 décembre prochain va avoir lieu. Cette rencontre a pris fin sur une note de satisfaction générale. L'on se rappelle que le choix de la biométrie dans la confection du fichier électoral est la traduction d'une volonté unanime de la classe politique de notre pays pour les élections libres et transparentes. La ministre de l'Énergie, assurant l'intérim de celle de la fonction publique, a présidé ce matin au palais de congrès de Niamey la cérémonie officielle de graduation des agents de l'État formés dans le cadre de l'assistance stratégique à l'École nationale d'administration ENA et à la faculté des sciences économiques et de la gestion FCH de l'université Abdoumouni de Niamey. Précision Ralia Sami Abdoumouni Abdraman. C'est dans le cadre de la redynamisation de la formation continue des fonctionnaires de l'État nigérien que le projet de capacité et performance du secteur public pour la prestation des services PCDS a financé cette présente formation des agents de l'État dans le cadre de l'assistance stratégique à l'École nationale d'administration et à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Abdoumouni de Niamey. Une formation que les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. C'est un programme qui permettra à notre pays de disposer des capacités nécessaires pour se conformer au cadre harmonisé de la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, directive à laquelle nos plus hautes autorités ont adhéré et en première ligne, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Selon les informations qui nous sont parvenues, il s'agit du tout premier programme d'une telle envergure jamais réalisé au Niger. Nous sommes fiers d'en être les pionniers. À l'évidence, cette formation a non seulement comblé un vide, mais elle nous ouvre la voie pour aller vers l'excellence au service de notre pays. Elle nous permettra de contribuer efficacement à la promotion d'une gouvernance de qualité au Niger, chose à laquelle vous accordez personnellement une importance capitale. Les partenaires techniques et financiers de l'État nigérien dans le cadre de ce projet ont réaffirmé leur engagement à accompagner davantage le Niger dans ses efforts de réforme administrative. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que les ressources humaines bien formées, compétentes et disposant de bonnes capacités techniques sont indispensables au processus de développement et constituent une formidable opportunité pour renforcer la mise en œuvre des réformes de l'administration en vue d'une modernisation de la gestion publique au Niger. Dans le cadre de ce mandat, l'équipe technique s'est attelée pendant 2 ans et demi à soutenir le développement et la mise en œuvre d'un programme de formation en continu à l'intention des cadres et agents de l'administration publique et à créer aussi les conditions qui permettront d'améliorer la formation initiale des futurs cadres de l'administration. Ces formations diplômantes ont privilégié 7 domaines de la nouvelle gestion publique. Il s'agit 1. de la gestion axée sur les résultats des programmes publics. 2. la gestion des finances publiques. 3. la budgétisation par résultat, ou ce qu'on appelle communément le budget programme. 4. la gestion des projets de développement et d'investissement public. 5. la gestion du cycle des marchés publics, toujours. 6. suivi d'évaluation des systèmes d'information. Et enfin 7. contrôle et audit dans le secteur public. Toutes les certifications ont été sanctionnées par un diplôme discerné par l'Université Laval et les partenaires de ce projet. La Banque mondiale, à travers le PCDS,
s'est engagé à accompagner le gouvernement du Niger dans la dynamique de rationalisation du renforcement des capacités des agents de l'État à travers une assistance stratégique à l'École nationale d'administration et à la faculté des sciences économiques et de gestion, en vue de rendre disponible une masse critique d'agents publics formés aux principes modernes de la gestion publique et aux outils de la maîtrise de la chaîne planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation. Procédant à l'ouverture de cette cérémonie, la ministre de l'Énergie, représentant celle de la fonction publique, se réjouit de cette formation des agents de l'État, tout en rappelant que d'énormes défis restent encore à relever. À la lumière des résultats fort encourageants qui viennent d'être soulignés ici, en termes d'accompagnement au renforcement des capacités des agents de l'État, mais aussi en matière de renforcement des capacités institutionnelles et individuelles au sein de l'ENA, de la FCH et plus globalement de l'administration publique, on ne peut que se réjouir que le consortium en charge du mandat ait rempli son cahier de charges. Qu'il soit ici félicité. Je voudrais également féliciter tous les récipiendaires pour les efforts consentis et les exhorter à démultiplier les connaissances et habiletés acquises au sein de leur environnement de travail. Car c'est à ce prix qu'ils s'inscriront véritablement dans la dynamique de la gestion publique axée sur la performance prônée par le gouvernement. Ils sont donc nombreux les agents de l'État qui ont bénéficié de cette session de renforcement de capacités dans le domaine de la gestion de l'administration publique. Ces agents ainsi certifiés et accrédités auront leur parchemin décerné par l'Université Laval et ses partenaires qui, malgré la distance, ont manifesté leur joie à travers une vidéo. Cette formation des agents de l'État témoigne, si besoin, de l'engagement des autorités en place dans le cadre de la réforme continue de l'administration publique et surtout de la modernisation de l'État nigérien. Poursuivons cette édition avec le président sortant des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite après les présidentielles américaines. Relativement donc à ce sujet, notre reporter Alouma Massani s'est entretenu avec le président du RODAD, Lawali Sayabou du DSA, que je vous propose de suivre dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de cette édition. Je crois que c'était la Chine qui ne s'était pas prononcée. Hier, la Chine s'est prononcée, je crois que tout est clair. Maintenant, on attend seulement le 20 janvier où Joe Biden va réellement prendre le pouvoir. Et déjà, on cite certains secrétaires qui seront bientôt nommés au plus tard le 20 novembre, le secrétaire d'État, par exemple. Donc, il va signer 4000 décrets. Donc, vous voyez, c'est-à-dire d'ici le 20, il doit travailler pour que l'administration prenne la mayonnaise et qu'elle puisse travailler. Parce qu'il s'agit d'inverser une tendance très névrosique. Parce que la tendance Trump, vraiment, c'est de la névrose politique. Et puis, il faut rapidement faire quitter les États-Unis de cette logique-là pour rentrer dans la logique et renouer vraiment avec le monde et travailler sur le Moyen-Orient, travailler sur des grands dossiers irakiens, travailler sur des grands dossiers iraniens et puis vraiment reprendre la coopération avec tous les pays du monde. Vous voyez, Trump, depuis qu'il était arrivé, il n'est pas venu en Afrique. Donc, ce n'est pas un problème pour lui de coopérer avec une partie du peuple du monde comme le peuple africain. Lawali Sayabou, que vous retrouverez en fin d'édition. Atelier de formation ce matin au restaurant Arc-en-Ciel des membres du Conseil supérieur de la communication sur la gestion du pluralisme en période électorale avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Zainab Gagra commente les images de nos confrères de la télévision en Fanny.
Initié en prélude aux élections législatives et présidentielles, cet atelier qui se prépare rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du CSC qui réserve une place de choix dans le renforcement des capacités de ses membres en vue d'accomplir leur mission dans le processus électoral. Cette institution lance cet atelier de formation dans le but d'assurer l'accès égal ou équitable des candidats des partis politiques ou des groupements des partis politiques aux médias publics et privés. Le choix du thème, la gestion du pluralisme en période électorale, se justifie amplement par le contexte électoral dans lequel fait face notre pays. Car, comme vous le savez, en période électorale, moment par excellence d'importantes activités médiatiques, le CC a principalement pour rôle de réguler les flux d'informations générés par la communication politique. Il s'agira aussi pour le CC de veiller à la pluralité d'opinion de toutes les forces politiques en compétition pour la conquête du pouvoir. C'est face à tous ces défis que l'instance de régulation a prévu dans son programme électoral le renforcement des capacités de ses membres en matière de gestion du pluralisme en période électorale à travers l'organisation du présent séminaire. Notre mission de veille, vous conviendrez avec moi, ne saurait être bien accomplie si les membres du CC que vous êtes ne disposent pas de compétences techniques nécessaires et suffisantes pour gérer conséquemment le pluralisme durant une période aussi sensible que celle des élections. Or, comme vous le savez, c'est le respect du pluralisme par les médias nigériens et de sa gestion rigoureuse par le CC qui dépend en partie la crédibilité et le succès du processus électoral. Permettez-moi de rappeler que l'objectif recherché à travers cette rencontre de 2 jours est de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes dans un climat social et politique apaisé à travers une régulation indépendante, transparente et équitable des médias. De manière plus spécifique, l'atelier vise à outiller les membres et les agents administratifs et techniques du CSC en gestion du pluralisme en période électorale, garantir le pluralisme d'opinion, pérenniser les acquis en matière de régulation des médias, assurer l'indépendance des moyens de communication, contribuer à la professionnalisation des membres des agents administratifs et techniques du CSC. Le Conseil supérieur de la communication, en tant qu'instance de régulation, a principalement pour rôle de réguler le flux d'informations généré par la communication politique avec crédibilité pour le succès du processus électoral. Afin d'accompagner l'insertion socio-économique des jeunes femmes du Niger en général et celle de la région de Maradi en particulier, l'UNICEF, à travers ses partenaires, appuie les acteurs locaux de la mise en œuvre de formations professionnalisantes. À travers donc ces formations, ces jeunes acquièrent des compétences qui leur permettront d'exercer des activités génératrices de revenus. Reportage. Dans le cadre de leur programme sur l'insertion socio-économique des jeunes femmes dans le village de Giratawa, département de Madaroufa, région de Maradi, l'UNICEF, à travers ses partenaires, appuie les acteurs locaux à travers des formations intensives et de renforcement des capacités, notamment des formations professionnalisantes, sûres et de qualité. Une initiative pour ces derniers afin d'acquérir des compétences entrepreneuriales pour mener à bien leur activité génératrice de revenus et économiques en lien avec l'économie locale. À travers l'ONG SUS Contact, c'est le financement UNICEF, donc nous avons reçu un appui sur la formation des jeunes femmes âgées de 14 à 25 ans. Et l'ensemble, ça a touché à peu près 4 villages, Giratawa, Tizou, Bamou et Danja. Et ça a touché environ 200 jeunes. Et ils ont reçu des formations de transformation des produits agricoles, comme le nibi, la transformation d'huile d'arachide en pâtisserie, bien d'autres formations. Et ils ont aussi reçu des appuis en matériel, donc en fonds de roulement. Vraiment, l'UNICEF fait partie des grands partenaires, en tout cas de la commune rurale de Girata. Nous aussi, au niveau de la commune,
En tout cas, nous pouvons dire que l'UNICEF, c'est la mère. C'est une mère pour nous. Sous financement norvégien, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF, ces programmes de formation contribuent sans nul doute à l'autonomisation de ces femmes rurales. Il y a beaucoup d'activités, en tout cas, qui ont été initiées au profit de ces femmes-là. Et le changement est visible, d'abord au niveau de leur foyer. Et leurs maris, en tout cas, sont très contents. En tout cas, toute la famille, en tout cas, est contente de voir, en tout cas, dans le foyer, un plus par rapport donc aux revenus de la famille. Si je vous dis que je peux, en tout cas, minimum vous raconter, en tout cas, tout ce que l'UNICEF a fait au niveau de notre commune, ça vraiment, on va essayer de prendre un temps. Parce que beaucoup d'activités ont été initiées, en tout cas, par l'UNICEF, surtout par rapport donc à l'éducation des jeunes filles, par rapport à la santé, par rapport à l'hydraulique, qui sais-je encore, il y en a beaucoup. Merci vraiment à l'UNICEF. C'est avec le sourire aux lèvres que ces jeunes femmes nous livrent leurs sentiments de joie et de satisfaction. Mun samu a taimako ko mun samu incin kanmu kenan an ba mu horo kala-kala. Insha Allahu mun gode mun iya sarrafa abubuwa kala-kala. Mun sarrafa taliyar wake, mun sarrafa kuskus, mun sarrafa abinci kala-kala, mun sarrafa moringa, kuskus ɗin wake, basi, biskit ɗin wake, don mun yi shi kala-kala, mun iya abinci kala-kala kuma mun gode Allah saka da alheri. An ba mu horo akan sarrafa kayayyakin mu na gona, misali sarrafa wake da hatsi. Muna sarrafa wake mu yi biski da shi, mu yi kuskus da shi, mu yi taliya da shi. Shi kuma hatsi muna sarrafa shi, mu yi dage da shi, mu yi basi da shi, shi ma kuma muna yin kuskus da shi. Sannan muna yin garin kunu na yara kankana wanda ake masu kunu da shi. Projet Swiss Contact tare da tallafin UNICEF su suka ba mu wannan horo. Tsawon wata guda aka ba mu horo, muka kare aka sallame mu da kayan aiki da jari da kuma wannan attestation din mu ta kamar diploma ta shaidar mun yi aiki duka aka ba mu. Muna sarrafa gujiya kamar muna mai da kuli-kuli da shokola da biskit da kantin gana da loga dai muna sarrafa ta dai muna yin ta dai kala-kala da haraka gujiya. Gaskiya mu alhamdulillah wanga horo da aka ba mu mun gode, gaskiya mun samu albarka cikin shi, kenan fatan da zamu dai sai mu ce mun gode Allah saka da alheri kuma Allah ya biya su. Les programmes de formation des jeunes femmes dans le milieu rural demeurent pour l'UNICEF et ses partenaires le chemin le plus sûr pour éradiquer la pauvreté et la faim, pour une croissance économique inclusive et aussi s'adapter au contexte du changement climatique. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à la réaction de l'acteur de la société civile, Lawale Sayabou, sur l'embargo politique aux États-Unis d'Amérique avec le refus du président sortant de reconnaître sa défaite face au candidat démocrate. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la démocratie américaine qui est connue de tous comme un modèle de gouvernance mondiale. Très bonne réception. Bonsoir. Beaucoup ont commencé à douter de cette vieille démocratie qui est la démocratie quand même modèle des États-Unis, où on pensait que la culture démocratique est devenue un réflexe citoyen, où il y a deux camps distincts qui se mènent la guerre politique et qui s'alternent au pouvoir. Il s'agit bien des démocrates et des républicains.
Alors, le républicain au pouvoir, M. Trump, a fait reculer toute une culture, toute une civilisation de démocratie de par sa manière de gouverner et sa vision du monde. Alors, dès qu'il est venu, son premier ennemi, c'est de défaire le multilatéralisme, c'est-à-dire que la coopération multilatérale où tout doit se fonder sur la participation de tous dans le monde, à définir l'agenda de la coopération et à l'exercer. Trump nous a fait bien reculer de cet agenda pour qu'on soit dans ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Et donc, c'est cette idéologie basée un peu sur le repli sur soi, sur une sorte d'autarcie des États-Unis où il a même commencé à bâtir un mur entre lui et la Mexique. Donc, vraiment, c'est un vrai recul civilisationnel du point de vue de la démocratie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les États-Unis sont rentrés un peu dans une turbulence politique, mais une turbulence qui va bientôt s'adapter parce que les démocrates ont déjà pris les précautions et aujourd'hui, pratiquement la majorité des pouvoirs, y compris le contrôle des renseignements généraux, est exercé par Joe Biden. Donc je pense que progressivement, ils sont en train de faire travailler le groupe d'experts en alternance, parce qu'un groupe d'experts qui est composé et des démocrates et des républicains, qui travaillaient déjà et qui travaillaient la transition démocratique pour que le pouvoir soit transféré dans les délais, donc jusqu'au 20 janvier, où Joe Biden va prêter serment. Donc je pense que cette turbulence un peu apparente, avec un peu de la résistance que Trump est en train d'exercer, va s'estomper. Elle va s'essuyer d'elle-même parce que les États-Unis, vraiment, c'est un pays très vaste, c'est un pays qui a une vaste culture démocratique et qui a des mécanismes. Je pense que la clé même du pouvoir s'est déjà déplacée. Elle est dans les mains de Joe Biden, qui est en train de recevoir les félicitations de tous les grands présidents du monde, en tout cas de tous les démocrates du monde. Je crois que c'était la Chine qui ne s'était pas prononcée. Hier, la Chine s'est prononcée, je crois que tout est clair. Maintenant, on attend seulement le 20 janvier, où Joe Biden va réellement prendre le pouvoir. Et déjà, on cite certains secrétaires qui seront bientôt nommés au plus tard le 20 novembre. Le secrétaire d'État, par exemple. Donc, il va signer 4000 décrets. Donc, vous voyez, c'est-à-dire d'ici le 20, il doit travailler pour que l'administration prenne la mayonnaise et qu'elle puisse travailler. Parce qu'il s'agit d'inverser une tendance très névrosique. Parce que la tendance Trump, vraiment, c'est de la névrose politique. Et puis, il faut rapidement faire quitter les États-Unis de cette logique-là pour rentrer dans la logique et renouer vraiment avec le monde et travailler sur le Moyen-Orient, travailler sur des grands dossiers irakiens, travailler sur des grands dossiers iraniens et puis vraiment reprendre la coopération avec tous les pays du monde. Vous voyez, Trump, depuis qu'il était arrivé, il n'est pas venu en Afrique. Donc, ce n'est pas un problème pour lui de coopérer avec une partie du peuple du monde comme le peuple africain. Il a essayé de mettre en cause, pas la mondialisation, c'est-à-dire que la coopération qui est fondée sur la multilatéralité, c'est-à-dire que tout le monde participe. Il n'y a pas d'hégémonie.
Donc vraiment c'est cette coopération qui s'est au niveau des Nations Unies. C'est pourquoi les gens se sont réunis pour mettre en place une structure qu'on appelle les Nations Unies. C'est sur la base de ce principe directeur de la coopération entre les peuples. Donc tous les peuples du monde sont respectés et ils coopèrent entre eux et ils dirigent le monde. Certains éléments de l'agence, certainement des républicains, qui ont émis des réserves. Mais je crois que ces réserves-là ne sont pas suspensifs de la procédure. Soit lui-même, il signe l'acte, soit on oblige son administration à signer, parce que aux États-Unis, respecter la loi est une obligation fondamentale. Donc je pense que toute cette résistance-là, c'est que Trump est en train de cacher un certain nombre de choses. Il veut profiter de ce moment, de ce flou, pour signer beaucoup d'amnistie sur certaines affaires, surtout des affaires privées. Et rappelez-vous qu'il risque de profiter de cette situation pour incinérer un certain nombre de dossiers sur un certain nombre de pays. Bien entendu qu'il y a une enquête qui avait abouti, un contentieux qui le liait avec Joe Biden, vous vous souvenez. Donc il va perdre toutes ces traces-là si on ne fait pas attention. Je crois que les démocrates ont pris toutes les précautions en tout cas pour contrôler au niveau de toutes les administrations pour qu'ils n'arrivent pas à tricher. Parce qu'il est capable, aux États-Unis, la loi lui donne l'autorisation de prendre une loi d'amnistie, lui-même de signer une loi d'amnistie sur un certain nombre d'affaires. Donc il peut profiter de ce laps de temps pour signer. Donc je crois que c'est dangereux de continuer à l'observer. Il faut rapidement que ce groupe d'experts-là, qui prépare l'alternance, qui prépare la remise du pouvoir au sein de cette transition entre aujourd'hui et le 20 janvier, qu'il puisse rapidement le dessaisir de toute autorité pour qu'il ne puisse pas nuire à la démocratie. Parce que tout acte qu'il posera risquerait de nuire à la démocratie. On a vu qu'il a mis en place toute une équipe de 1000 avocats. C'est son fils qui gère l'équipe. Il a mis beaucoup d'argent, mais on sait qu'en cette matière-là, les recours ne vont pas prospérer. Non, je crois que la loi est claire. Hein. La loi dispose que dès que les commissions électorales finissent de travailler et qu'ils valident les résultats, ça donne autorité au président entrant de faire une déclaration solennelle, ce qui fut fait, et de prendre un certain nombre de clés du pouvoir, notamment de prendre la clé stratégique des États-Unis, parce qu'on ne peut pas laisser la clé de la bombe dans les mains de Trump. À ce moment-là, il faut rapidement le dessaisir de ça, et puis le dessaisir de tout pouvoir administratif qui puisse engager les États-Unis. Donc, ils sont en train, déjà les renseignements généraux, la CIA brief Joe Biden. La CIA est déjà avec Joe Biden. Donc lui, là, vraiment, c'est un mauvais perdant. Il continue à tempêter, mais il ne contrôle absolument rien. Et je crois qu'ils vont progressivement le faire quitter la Maison Blanche pour que la nouvelle administration rentre travailler. Parce qu'il ne peut pas continuer un seul individu à bloquer toute une civilisation, toute une démocratie. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.